Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Merci de rester fidèle à la RPA. Bonjour et bienvenue à ce journal du vendredi 30 avril 2021. Un journal qui vous est présenté par Elsie Mugisha. Les principaux titres pour commencer. Le Burundi, pays le plus pauvre au monde, classe le FMI, Fonds monétaire international. Une situation due, entre autres, aux interminables crises sécuritaires et politiques que connaît le pays. Dans ce journal, vous suivrez un économiste proposant les voies de sortie et conditions de vie de plus en plus difficiles pour les réfugiés du camp de Mahama. À partir du mois prochain, certaines catégories ne bénéficieront plus d'assistance alimentaire au ACR. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi du calvaire que traversent les victimes des inondations de Gatumba. Plus de 2 semaines après la catastrophe naturelle et n'ont encore eu d'assistance. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page sécurité. 2 personnes ont été tuées la nuit dernière dans 2 provinces du nord du Burundi. L'une est une femme qui a été tuée égorgée par son mari et l'autre est un enseignant qui a été étranglé par des inconnus. Les détails avec Eloge Kwizera. En province Ngozi, un certain Pascal Bouchoumi a été tué la nuit de ce jeudi. Il était enseignant à l'école fondamentale de Mivo et habitait le quartier Gisagara de la commune Ngozi. Son corps a été retrouvé ce vendredi matin à 1 kilomètre de son domicile. Selon le voisinage, Pascal Bouchoumi a été tué par des personnes qui l'ont appelé au téléphone. La nuit dernière, entre 21h et 22h, il a reçu un coup de fil. Il est ensuite parti à la rencontre de ces personnes qui venaient de l'appeler, mais il n'est pas revenu. Son corps a été découvert le matin. Il a été étranglé et les auteurs n'ont pas été identifiés. Pascal Bouchoumi a été ligoté avant d'être tué. Il y avait un lacet sur le cou, ce qui fait croire que c'est le même lacet qui a été utilisé pour l'étrangler. Une deuxième personne tuée est une femme de la colline Nonoué en zone commune Giteranyi de la province Muyinga. C'est la frontière entre le Burundi et la Tanzanie. Elle a été égorgée dans la soirée de ce jeudi. Selon les voisins, c'est son mari qui venait de l'entrée de la Tanzanie qui est l'auteur de cet assassinat. Il est aussitôt reparti en Tanzanie sur les mêmes sources. À mairie de Bujumbura, un jeune habitant la zone Musaga est porté disparu depuis près d'1 mois. Selon les sources de la RPA, ce dernier aurait été enlevé à son lieu de travail par des agents du service national des renseignements qu'il accusait de collaborer avec des groupes rebelles. Ne l'ayant trouvé dans un aucun cachot, sa famille s'inquiète pour sa sécurité, d'autant plus qu'il n'est pas le premier à se faire enlever dans la même famille. Francine Mahoro nous en dit plus. Le jeune homme porté disparu s'appelle Martin Bashirahishize. Originaire de la commune Ndava en province Mwalo, il habite en zone Musaga. Selon ses proches, la dernière fois qu'ils l'ont vu, c'était le matin du 8 avril courant, alors qu'il partait à son travail. Les sources de la RPA révèlent que, pendant la journée, Martin s'est rendu au siège de la compagnie limitée pour s'approvisionner en carte de recharge qu'il revendait au détail. Ces informations sont confirmées par certains membres de la famille du disparu qui ont pu parler avec lui 24 heures après sa disparition. À ce moment-là, révèle-t-il, Martin s'excusait auprès de sa famille pour ne pas les avoir avertis à temps qu'il n'allait pas rentrer car pris par son travail. Ce qui les a fort étonnés car ils ne comprennent pas comment un simple agent de vente d'unité de recharge pouvait être débordé à son point. Sentant que les leurs les auraient contactés sous la contrainte de ce kidnappeurs, ils ont alors entrepris de le rechercher dans tous les cachots mais en vain. Selon un des proches,
de la famille qui s'est entretenu avec la RPA, ils auraient été informés qu'il a été détenu dans l'un des cachons du service national des renseignements pour collaboration avec des bandes armées. Ils l'ont accusé de fournir des unités de recharge en mouvement rebelle qui seraient basées à l'étranger. Ils disent également que c'est lui qui s'occupe d'effectuer des virements ou des retraits pour le compte des rebelles qui pullulent sur le sol burundais. Pour le moment, les amis et proches du Martin Bashiraïchize sont très inquiets et commencent à perdre tout espoir de le retrouver, d'autant plus qu'il ramène à 3 le nombre de personnes portées disparues dans leur famille et dans des circonstances similaires en seulement une année. Sécurité toujours, les habitants de la zone Lubirizi, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, en appellent à plus de vigilance et au renforcement de la sécurité dans cette localité afin d'éradiquer le banditisme qui s'y observe. Selon ces habitants, en une semaine seulement, des groupes de voleurs ont déjà frappé à 2 reprises. Non seulement ils ont pillé des boutiques, mais ils ont également emporté une moto d'un habitant de la place, blessant au passage un des militaires qui gardent l'actuel palais présidentiel dit Nalerushasi. Suivez le témoignage d'un des habitants de la zone Lubirizi. La nuit de ce mercredi, 2 voleurs avec des sacs à dos et en possession de machettes venaient de voler à Gasenyi et Tenga dans une localité appelée Nyakabondo 3, où ils ont même démoli une boutique. Ils sont passés dans une localité appelée Kukabasadi en se dirigeant vers Kamenge. Un garde les a aperçus et a essayé de crier au secours avant de détaler pour sauver sa peau. Par la suite, ces malfaiteurs ont pris la direction de la rivière Gasenyi. Tout à coup, un militaire du nom de Vena, Mukonachaka, affecté à la position non loin du palais présidentiel Nalerushati, les a vus et a essayé de les arrêter. Ils l'ont alors grièvement blessé à coups de machette. C'est vraiment horrible. Ces soldats a essayé de tirer des coups de feu, mais il n'a pas réussi à bien viser ces voleurs ni à appréhender ces voleurs. Par après, ce militaire a été évacué à l'hôpital militaire de Kamenge. Ces cas de vol s'observent aussi sur différentes collines de la zone Lubirizi en commune Mutimbuzi. Les motos sont les plus visées de ce secteur. Mardi de cette semaine, ils ont même volé une moto. Nous les habitants demandons que les agents de sécurité soient très vigilants car ces cas de vol sont devenus très fréquents. Droits de l'homme à présent. Le responsable du parti Senel en commune Kibago de la province Makama a été arrêté ce jeudi puis incarcéré au cachot du commissariat de police de Kibago. Des mobiles politiques seraient derrière l'arrestation de ce militant du Congrès national pour la liberté. Les habitants de la place demandent à la justice de se ressaisir, surtout que cette arrestation a été opérée en violation de la loi. Le point avec Eric Nyonzima. Masabarakita Aboubakar, c'est le nom du militant du Sénel qui a été arrêté. C'est le chef de ce parti dans la commune Kibago en province de Makamba. Selon les informations qui proviennent de Kibago, Aboubakar Massabarakiza a été arrêté ce jeudi matin par le responsable communal du parti CNDD-FDD Jeudi Akizimana en collaboration avec certains Imbonerakure. Lorsqu'il a été arrêté à son domicile, Aboubakar Massabarakiza a été accusé d'avoir violé une femme d'Inodon Sanforienne au mois de décembre 2020. Il a été par la suite conduit au cachot de la police de Kibago. Ce vendredi, ces accusations de viol ont disparu et Massabarakiza Aboubakar est actuellement poursuivi pour une autre infraction, comme l'indique cet habitant de Kibago. Le chef d'accusation a été modifié et actuellement on l'accuse d'adultère et on dit que c'est la femme et son mari qui ont porté plainte. C'est clair et visible qu'il s'agit d'un coup monté. Certains habitants de la commune Kibago estiment que l'arrestation d'Aboubakar Massabarakiza est liée au mobile politique. Ils ont l'intention de le démettre de ses fonctions au conseil collinaire car il fait partie des 5 conseillers collinaires en plus d'être le responsable communal
communal du CNL. Même si ces allégations seraient réelles, le responsable communal du CNDD-FDD n'est pas habilité pour l'arrêter. Cette arrestation cache quelque chose. Les habitants de la commune Kivago demandent à la justice de faire son travail de manière indépendante, car les accusations qui pèsent sur Aboubakar Massabakiza semblent infondées. La RPA entendait de joindre Espérance Inarkundo, administrateur de la commune Kivago, mais en vain. Merci Eric Nyonzima. Une courte pause avant de parler politique. RPA. Le dernier rempart de l'accord d'Arusha est en train d'être torpillé. Telle est l'observation faite par 8 organisations de la société civile burundaise sur le premier rapport d'étape de la commission Vérité-Réconciliation. Ces organisations recommandent au gouvernement du Burundi d'inclure tous les acteurs politiques clés au sein de la commission Vérité et Réconciliation et d'assurer un climat socio-sécuritaire favorable pour permettre un environnement adéquat de travail où les témoins s'expriment sans crainte ni contrainte, et recommande également à la communauté internationale de rejeter les résultats d'un travail bâclé et de rester vigilante quant au risque d'exploitation politicienne potentielle de cette commission. Le contenu de cette observation avec Aimable Nishimwe. La commission Vérité, Réconciliation sévère s'est grandement éloignée de sa mission initiale de réconcilier les Burundais en devenant un outil du gouvernement avec toutes les conséquences qui en découlent. C'est ce que déclarent 8 organisations de la société civile. Cette commission mène notamment des enquêtes sélectives qui ne respectent pas les normes reconnues sur le plan international selon ces organisations. Ceci se traduit malheureusement, d'après ces organisations, par la production d'un rapport d'étape qui, au lieu de guérir et penser les plaies des mémoires blessées des Burundais, risque au contraire d'attiser les rancœurs. Le constat est que la CVR actuelle est en train de conduire le Burundi tout droit vers une pente glissante, dangereuse et sans issue. Ces organisations de la société civile montrent d'abord comment les missions de cette commission ont été modifiées par le pouvoir CNDD-FDD, notamment en mettant de côté le volet judiciaire. Quant au contexte sécuritaire, la CVR de 2018 a été mise en place dans un climat de terreur et d'intimidation à travers le pays. Beaucoup d'autres grands manquements de cette commission ont été signalés par les 8 organisations de la société civile, notamment des enquêtes approfondies qui n'ont pas eu lieu pour savoir ce qui s'est réellement passé, les lieux, les victimes et leurs identifications, les bourreaux et la localisation des fosses communes. Pour ces organisations de la société civile, le rapport de la CVR n'indique pas comment elle a été capable de distinguer les ossements des victimes de 1972 et des autres tragédies qui remontent au début des années 1960. En déclarant que les ossements trouvés étaient ceux des Hutus péris en 1972, alors qu'au même endroit, y ont été enterrés des victimes, toutes ethnies confondues, d'autres périodes tragiques. La CVR a voulu renforcer l'esprit de rancœur des uns et des autres, en s'éloignant de sa mission première, selon toujours ces organisations de la société civile. Cette commission est en train d'hypothéquer la paix et la réconciliation nationale tant désirée par le peuple burundais. Ces organisations recommandent au gouvernement burundais de corriger le tir et d'inclure tous les acteurs politiques clés, la société civile, les groupes religieux au sein de la CVR et d'assurer un climat socio-sécuritaire favorable. Cela permettrait de créer un environnement adéquat de travail où les témoins s'expriment sans crainte ni contrainte selon ces organisations. Il recommande aux garants de l'accord d'Arusha et aux leaders de la région de faire un suivi de travail de la CVR au Burundi et de s'assurer que le travail accompli respecte l'esprit et la lettre de cet accord et que la CVR consulte les conseils et juridictions internationales. À la communauté internationale de rejeter les résultats d'un travail bâclé et de rester vigilant quant au risque d'exploitation politicienne potentielle de la CVR au sein des mécanismes onusiens pour faire reconnaître d'une manière sélective et partielle les crimes commis au Burundi. Les 8 organisations qui ont fait cette observation sont la CAT Burundi, l'Alliance des Burundais du Canada ABC, Burundi Mémoire Commune Avenir Commun, BMCAC, la Coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, CPI, la COSOM, la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK, le FORSC, le FOCOD et le Réseau des citoyens probes, RCP. En économie, le Burundi vient en tête des 25 pays les plus pauvres au monde, du moins selon le classement du Fonds monétaire international rendu public au mois de février 2021. Avec seulement $267 par an comme PIB, il est suivi du Sud-Soudan qui a un PIB de $323 américains par an.
Viennent ensuite le Malawi et la Sierra Leone. L'Ouganda, lui, vient en 25e position avec un PIB de 971 $. Pour l'ONG burundaise, Paroles et actions pour le réveil des consciences et le changement des mentalités, PARSEM en sigle, cette régression spectaculaire du Burundi serait due aux guerres intestines et à l'instabilité politique, sans parler de la corruption qui gangrène le pays. Il faut Ndikumana d'appeler le gouvernement à assumer le taux de pauvreté pour pouvoir penser à des mesures collectives visant au développement effectif et au lieu de toujours chanter que le pays ne s'est jamais porté aussi bien qu'aujourd'hui. Suivez Faustin Ndikumana. Et parce que m'a sorti une analyse forte sur un plan de redressement de l'ordre économique et qu'elle propose au gouvernement et à la nation. Ce plan est centré sur certains préalables. D'abord, il faut établir une situation de référence de la pauvreté et l'assumer. Si on a une dernière place, il faut l'assumer. Si nous avons un taux de pauvreté de 70% ou de plus de 70%, il faut l'assumer et prendre des mesures correctives. Mais il y a des slogans, des principes qui sont énoncés au Mouaos, ça fait allusion à la malnutrition. Or, le taux de malnutrition infantile a 58%. Il y a des insuffisances calorifiques, 2600 kilocalories par jour pour les Burundais, alors que la moyenne 2100 kilocalories. Il y avait l'indice de la faim qui était évalué à 40%. C'est l'un des plus élevés du monde. On fait allusion à la pauvreté monétaire, alors que les récentes données montrent que dans certaines petites provinces du Burundi, le taux de pauvreté monétaire dépasse 75%. C'est rare. Ensuite, il faut avoir une stratégie de mobilisation des moyens financiers. Ça peut être la coopération, l'emploi auprès des partenaires techniques et financiers, ça peut être l'emploi sur les marchés financiers classiques, les événements directs étrangers, le cadre de partenariat public et privé. Il y a aussi la recherche des experts, la gestion des ressources humaines, des experts, des scientifiques pour avoir des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Aussi, il faut avoir des institutions très renforcées et exemple de la corruption. Et notamment surtout la police, l'administration et la justice. Aucun pays au monde n'a pu décoller si la police, l'administration et la justice sont gangrenés par une corruption légendaire. En préalable, au moins l'important c'est le renforcement de la cohésion sociale et la stabilité politique. Faustin Ndikumana s'est exprimé lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce vendredi à la veille de la Journée mondiale du travail. Vie de plus en plus précaire des habitants de la zone Gatumba, victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika depuis plus de 2 semaines. La source de la RPA dans cette localité indique que ces victimes d'inondations n'ont encore eu d'assistance jusqu'à maintenant. Plus de détails avec Dani Claire et Ila Trumba. Les victimes des inondations causées par la montée des eaux du lac Tanganyika en zone Gatumba ont toujours des difficultés de trouver des logements. Certains habitants de Gatumba qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore été assistés. Et ceux qui essaient de trouver un nouveau hébergement ont du mal à les trouver car trop cher. Cet habitat témoigne. Pour des habitants qui sont capables de louer des maisons, il leur est difficile d'obtenir une maison. Le problème est que, même si tu obtiens une maison, elles sont devenues chères. En peu de mots, la vie est difficile et les administratifs ne sont pas encore venus pour voir le calvaire de ces habitants. Faute de moyens de louer ces maisons, certains se réorganisent et se construisent de petites maisonnettes pour y abriter leurs familles. Une solution qui ne durera, soulignent ces mêmes habitants de Gatumba. Les maisons à louer sont chères. Actuellement, la location d'une maison de 2 chambres et un salon est de 100 000 francs bout et on te demande une avance de 3 mois. Pour une personne qui a les moyens, elle cherche une autre qui possède une parcelle qui n'a pas encore été touchée, elle lui achète une partie. Elle construit alors une petite maisonnette dont le toit et les murs sont des tôles. Si elle avait une maison de 3 chambres et une barza, elle se construit une maison d'une chambre et un salon. Selon le rapport de l'OIM sorti ce jeudi, c'est la zone de Gatumba qui compte beaucoup de victimes des inondations qui ont fui leur ménage suite à la montée des eaux du lac Tanganyika.
5208 familles ont été contraintes de quitter leur ménage en zone de Gatumba, précise son rapport. À part ce problème de logement, ces habitants de Gatumba ont des difficultés pour obtenir de quoi mettre sous la dent. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci Dani-Claire Ilatrumva. Après la transition, nous aborderons la page des réfugiés. Le HCR s'inquiète de la non-disponibilité des moyens nécessaires pouvant faciliter le retour et la réintégration digne des réfugiés burundais. Cette organisation onusienne annonce que sur plus de 104 millions de dollars américains, indispensables pour mener à bien cette activité, seuls moins de 10% de cet argent sont disponibles. Le point avec Jean-Marie Lukundo. L'OACR, en collaboration avec le gouvernement du Burundi et 19 partenaires, a lancé un plan conjoint de retour et de réintégration des réfugiés. C'est ce qui apparaît dans le communiqué du OACR de ce vendredi. Selon ce communiqué issu d'une visite de 2 jours au Burundi du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, appelle la communauté internationale à contribuer pour que ce rapatriement volontaire soit bien mené. Au mois de février de cette année, le OACR a fait appel à environ 104 millions de dollars américains à la communauté internationale pour aider les rapatriés et les communautés d'accueil. Mais jusqu'ici, seulement moins de 10% des fonds nécessaires ont été engagés selon l'OACR. Cette organisation onusienne précise qu'elle accueille chaque semaine une moyenne de 2000 rapatriés quittant volontairement le Rwanda, la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Le nombre de Burundais qui restent dans les camps de réfugiés au 31 mars 2021 est de 294 160 selon l'OACR depuis janvier jusqu'au 31 mars cette année. 21 529 ont été rapatriés selon toujours l'OACR. Mis à part les réfugiés qui sont rapatriés, les personnes se trouvant encore dans les camps vivent la mésaventure. L'exemple illustratif est celui du camp de Mahama au Rwanda, où a débuté un classement par catégorie des réfugiés qui dorénavant bénéficieront de l'assistance alimentaire. Suivez Oscar Alain Savio Mouremi, chargé de l'éducation et de la culture dans ce camp. amakuru twayahawe hari icyiciro cya mbere ni icyiciro kirimo abantu bajyaye baba indwara zahira bagendana ubumuga muri make n'abantu bafite imiryango. Selon les informations qui nous parviennent, les réfugiés qui seront assistés sont ceux de la première catégorie. Elle est composée de personnes qui ont des maladies incurables, des handicapés ou les familles nombreuses, c'est-à-dire composées de 8 personnes et plus. Ces personnes recevront 6 080 par tête. La deuxième catégorie est composée de familles peu nombreuses où il y a une femme pour chef de famille, une famille qui a un enfant de moins de 5 ans, une famille qui a plus de filles aura 3 040 par tête. Aussi, une famille qui a un chef de famille disposant un diplôme. La troisième catégorie est composée de personnes qui ont entre 18 et 59 ans, qui n'ont aucune maladie ni handicap et qui est seule sur le statut de réfugié. Pour rappel, le HCR avait réduit la ration alimentaire dans ce camp depuis le début du mois de mars de cette année. Les réfugiés qui ont été rayés de la liste sont donc inquiets de leur sort, surtout que dans le contexte actuel de la COVID-19, ils ne sont pas permis de sortir du camp pour survivre. Et voilà, c'est par ici que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au micro, vous étiez avec Elsie Moubisha et à la prochaine.